Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonsoir et bienvenue avec nous pour ce 32e épisode de la Rythme, la radio indépendante à transmission magique. Ce soir avec nous, Papa Marie. Salut. Le grand requin blanc, enfin le grand blanc surtout, Elena. Alors, Elena, je dis juste que Elena n'a pas de micro aujourd'hui, donc on va essayer de vous transmettre ce qu'elle dit. Elena, dis un truc. Salut. Elle vous dit salut. Voilà, encore avec nous Deagle, qui comme d'habitude va parler à peu près 3 secondes sur 55 minutes, mais va vous faire rire. Bonsoir. Il me fait déjà rire, c'est drôle. Non, je déconne. Enfin, et comme toujours, Pruno, fidèle au poste. Bonjour. Et pour finir, Smokema, votre serviteur, moi-même. Nous allons donc parler ce soir, à une semaine de la sortie du 6e film Harry Potter et le Prince sans mêlée. Vous étiez nombreux à vouloir que nous nous penchions sur le sujet Rogue, vu que nous sommes partis sur les personnages. Mais comme il va avoir un rôle assez important à jouer dans le 6e film, nous avons décidé d'un commun accord d'en discuter plus tard. Et donc nous parlons ce soir d'un personnage non moins controversé, puisqu'il s'agit de Dolores Ombrage. Et enfin, nous répondrons à un courrier audio qu'un lecteur nous a envoyé depuis le dernier enregistrement. Et nous nous quitterons sur un morceau de Wizard Rock qui, pour l'instant, alors où nous enregistrons ces lignes, n'est tout à fait inconnu. Sachant voilà. qu'en plus on dit qu'on est à une semaine du film, mais vous serez à quelques jours. Enfin, on va essayer de le sortir avant le film, l'épisode là. Ça serait bien. Oui. Donc on a décidé. Oui, mais c'est parce qu'il y a un bug sur les gazettes, les dates sont pas tout à fait les mêmes en ce ça. moment, c'est pour ça. Oui, ça fera quand même une semaine en temps gazette si tu veux. On s'est dit que comme le film 6 allait sortir là très bientôt, qu'on va vous faire un gros épisode où on parlera que du film 6 juste après la sortie. On va parler un peu d'autres choses juste avant. Oui, parce qu'on en a quand même jamais parlé du film 6, donc il serait temps qu'on fasse un podcast dessus. Uniquement sur le film 6. Après les 200 épisodes où on analysait les bandes annonces qui étaient toutes les mêmes. Est-ce que vous avez des choses nouvelles à dire sur le film 6 ? Oui, moi j'ai un truc. Vas-y. Mais déjà, alors, je vous préviens, je commence très fort. On a vu des images de Harry et Ginny qui ont l'air de être vraiment très très proches. Mais moi je m'imagine pas du tout la scène comme ça. Parce que normalement quand ils s'embrassent, c'est dans la salle de Gryffondor avec tout plein de monde et c'est la fête et ils traversent la salle en courant, ils se jettent dans les bras l'un d'autre. Là ils ont l'air tout calmes, on dirait Harry et Cho dans le 5 quoi. Oui, mais ils ont remplacé cette scène-là par... ils l'ont filé à Ron en fait. Ouais, c'est ça, je Ouais, pense qu'ils voulaient un contraste entre on l'a vu dans la bande-annonce. La relation Ron-Lavande et la relation Harry-Ginny. Tu vois, Harry-Ginny c'est une relation plus vraie. Et c'est pour ça qu'ils le font pas devant tout le monde. Ouais, mais c'était tellement beau la scène dans la salle de Gryffondor. En plus, quitte à faire un contraste, autant faire un contraste avec l'autre greluche qu'il y avait avant, tu vois. Ça aurait été mieux, là, je trouve ça d'un plat. Y a pas toute cette excitation autour et tout, le Quidditch, tout ça, c'est chiant. Bref. Je sens que je vais être déçu par la scène, direct. Je suis d'accord, moi les scènes qu'on a vues dans les bandes annonces et autres clips et tout ça de Ginny, je trouve ça un peu moyen parce que j'ai l'impression, j'ai un peu peur qu'ils en fassent genre une petite fille que Harry va protéger et tout ça, alors qu'en vrai Ginny elle est trop forte quoi, c'est une super bonne magicienne et j'ai l'impression qu'on va pas vraiment le voir dans le film, donc j'ai un peu peur de ça. Depuis des années, moi je disais que l'actrice qui jouait Ginny, elle ferait un petit peu sa Laura Ingalls et que d'un seul coup, elle deviendrait une vraie femme. Mais non, tu as raison, elle reste toujours une petite fille. Et sa petite mèche sur le côté, là, elle ressemble à rien, elle dit rien et tout. Alors que Ginny, comme tu dis, normalement, dans le livre, elle est trop forte, elle devient vraiment quelqu'un d'intéressant au bout d'un moment. Mais là, on dirait pas. C'est comme une des nombreuses scènes qu'on a vues, c'est l'attaque du terrier, où on voit Ginny qui se lance genre à la poursuite des méchants et puis après t'as l'impression qu'elle va plus rien faire et que tout d'un coup en gros elle va être là et qu'elle va être un poids pour les autres qui vont devoir la défendre. Elle devient une victime. Mais qu'est-ce que je fais là moi alors que voilà, normalement c'est pas comme ça quoi, normalement elle se bat. Bah ouais, c'est pas une victime Ginny. Elle est une victime dans le 2 justement, mais ensuite elle évolue. Alors Elena dit c'est une battante.
Oui, mais bon, on va pas faire l'analyse de Ginny non plus, ça sera pour un prochain épisode, promis. Ah ouf. J'ai cru que tu Voilà, disais qu'on la ferait jamais. c'était l'instant greluche de l'épisode avec Bruno et Purple. C'est les grelots et les Ensuite, greluches. passons aux dernières annonces qu'on a pu trouver sur les films, notamment le film 7, puisqu'on a appris que certains acteurs ont été castés. Et Bruno, tu as peut-être plus d'infos à me dire parce que je trouve pas ma feuille. Bah surtout le plus intéressant, même si ça fait un petit peu de temps, ça c'est l'acteur qui, je crois qu'on n'a jamais parlé de l'acteur qui va jouer Xenophilius Lovegood. Mais si, Ah oui, c'est le mec oui. de Coup de foudre à Nottingham, non? Exactement, c'est lui. Il s'appelle Rhys Ifans. Ça fait quelque temps qu'on le sait, hein, mais c'est juste que je crois qu'on en a jamais parlé. Donc c'est celui qui joue le colocataire de Hugh Grant dans Hugh Grant. Coup de foudre à Notting Hill. Celui qui a l'air complètement timbré, ce qui Ouais. correspond assez Elena bien à aussi Lovegood. était au taquet pour retrouver Coup de foudre à Nottingham, je précise. C'est important. Et sinon, les autres acteurs qui tombent, bah, on nous annonce des acteurs, mais généralement ce sont quand même des personnages assez mineurs qu'on apprend. Bah, on sait quand même que Bill Nighy va faire Rufus Cringer. C'est quand même un acteur qu'on s'attendait à voir, quoi. De qui? Bill Nighy. C'est vrai. Donc oui, il a joué lui, Love Actually. dans Love Actually, tu vois, Il joue le chanteur dans Love chanteur Actually. sur le foule. Oui, il va jouer qui? Voilà, Rufus Cringer. Ah bon? J'imaginais pas du tout comme ça, mais d'accord. Bah, il est censé Ça ressembler déchire. à un vieux lion, Rufus Cringer. C'est vrai que ça correspond pas forcément à Bill Nighy, mais Ouais, c'est En pour même ça. temps, Bill Nighy est un acteur assez hétéroclite, hein, puisque c'est quand même lui qui jouait je sais plus, le méchant dans Pirates des Caraïbes 2 là. ah oui, c'est vrai. C'est David Ouais, ouais. Jones. David Jones, voilà. Ah bon? Putain, j'apprends plein de trucs, mais en direct là. Oh my god. Mais David Jones, attends, c'est l'homme pieuvre quand même. Comment tu voulais que je le retrouve? Ah oui, si, quand il se dépieuvrise dans le 3. Ouais. Il me faut mon pirate des Caraïbes. Je vais chercher mon 3 de pirate des Caraïbes. Vas-y, continuez. Oui. Merde, j'ai le téléphone Et qui on a... sonne. Pardon? Et on a également l'acteur qui va jouer, ça fait un petit bout de temps aussi qu'on connaît, l'acteur qui va jouer le jeune Grindelwald. Ah oui. C'est celui qui était dans, il était pas dans Twilight ou un truc comme ça? Non, le Barbie Street là, avec John Depp et Helena Bonham Carter. Le dernier film de Tim Burton. Ah C'est le oui, gamin. alors Elena a dit dans le barbier de Flintstwick avec Helena Bonham Carter. Oui. Ah oui. Elle dit- C'était quoi le... Attends, le barbier de... Attends, j'essaye de retrouver. Bon, il s'appelle Jamie Campbell Bower, quoi, en tout cas. Ah. Et Voilà. c'est le jeune donc dans Sweeney Todd. Ah. Sweeney Et- Todd, voilà. c'était ça. Et il jouera également dans Twilight, mais dans Twilight 2 apparemment. Qui ça? Attends, j'ai pas entendu le début. Jamie Campbell Bower, qui va jouer le jeune Grindelwald, Alors, qui a joué dans Jamie- Sweeney Todd, va également jouer un vampire qui s'appelle Caius dans Il joue New Caius. Moon, Ah oui, qui est oui. la suite de Twilight. Non, mais ça je sais, mais c'est lui qui joue Caius, d'accord. Voilà. Attends, parce qu'en même temps je suis sur MDB. Donc voilà. Ah ça, oui, c'était- je l'avais vu. Voilà, c'était le deuxième instant greluche avec Purple Marie. Non, mais toute seule. attends, il a une tête de fille en plus, c'est horrible. Bah, en même temps, peut-être que c'est pas une mauvaise chose, hein, vu le rôle. Ah oui. Oh là là, oui, je m'étais fait cette réflexion-là en plus. Voilà, ça peut aider d'avoir quelqu'un d'assez androgyne. Ah ah. Ah ah. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on va pas le voir vieux quand il va jouer quand Voldemort il lui vole Non, il essaie de lui voler la baguette qu'il n'a plus. Donc là, normalement, il le tue et donc on devrait le voir vieux. Oui, mais ce sera pas le Ça même sera acteur. peut-être- On verra Non, Jamie Campbell Bower joue explicitement Grindelwald jeune. Ah d'accord. Ok, Ce qui laisse penser qu'il y aura un autre acteur pour jouer Grindelwald vieux. d'accord. Bon, ils prendront un vieux, ils se ressemblent tous un peu. Hein. Oui, je dis ça juste après notre fantastique épisode sur Dumbledore où on a parlé pendant 5-7 ans de la différence entre deux vieux. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais Bien. qu'est-ce qu'il pourrait prendre pour jouer Grindelwald vieux? Cette manie. Je sais pas, il va se faire Pardon tuer tellement vite de toute manière. Enfin bon, et pour terminer au niveau des acteurs du 7ème film, on a appris cette semaine que Guy Henry, un acteur de série assez moyennement connu en Angleterre, va jouer le rôle de Pious Sickness, c'est-à-dire le 7ème, le rôle du ministre de la magie, puppet de Voldemort
Dans le 7 dans le 7e film. Livre. Ouais. Aussi. Ouais, enfin lui, Voilà. voilà. Ça c'est typiquement le genre d'acteur qu'on va voir à peu près 2 secondes au final. Ouais, c'est clair. À peu près, ouais. Il ouvrira même pas la bouche. Bon, ça me passionne pas non plus de savoir quelle tête il a. J'ai pas trouvé de photos sur MDB. Ah, moi je t'envoie ça. Merci. Bon, comme Ok. cette introduction est vraiment très intéressante, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on passe à des vraies discussions. Ouais, bonne idée. Ouais. Le courrier des lecteurs. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de rubrique courrier des lecteurs, donc on va vous rappeler que vous pouvez nous contacter en envoyant un mail à rit@gazette-du-sorcier.com ou en nous laissant un message audio sur Skype. Notre compte est gazette-du-sorcier. Et justement, nous avons reçu un message audio sur Skype de Lionel qui nous a laissé un long message. Alors, je pense pas qu'on aura le temps de tout diffuser, mais en voici un extrait. Après, j'ai remarqué que vous aviez une certaine sensibilité par rapport à livres en anglais, livres en français. La compréhension n'était pas la même. J'aurais aimé savoir si vous aviez écouté les livres lus. Et le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui le lise avec sa propre intonation, ça vous a donné à comprendre des éléments autrement ou pas? Et donc la question c'est si on a écouté les livres audio et ce que ça change par rapport à notre perception des livres, etc. Donc peut-être que je suis le seul ici à avoir écouté les livres audio. Oui, non. Ouais, moi Oui. je les ai pas écoutés. Bon, alors donc je sens que je vais être le seul à parler. Les livres audio, Ah si, Il Elena en a existe, dit qu'elle elle les avait écoutés aussi. il en existe 3 versions des livres audio. Il y a la version anglaise qui est lue par Stephen Fry, qui est la meilleure. Il y a la version américaine qui est lue par Jane Dyer, qui est bien aussi. Et il y a la version française qui est lue par Bernard Giraudot, qui est vachement bien aussi. Sauf que la version française n'existe que pour les 4 premiers tomes, il me semble, parce que Bernard Giraudot est tombé très malade et du coup n'a pas pu faire les tomes suivants. C'est vachement agréable d'écouter les livres audio parce que ça fait qu'on peut en quelque sorte relire Harry Potter en prenant son métro ou des choses comme ça. Il y a un livre entier, ça dure entre 12 et 24 heures je crois, donc ça vous occupe un bout de temps. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est toutes les voix qu'ils font, qui changent souvent par rapport aux voix qu'on se fait dans la tête ou même par rapport aux voix qui sont décrites. Mais donc ces acteurs qui lisent, ils ont à lire plus de 100 personnages différents avec donc 100 voix différentes. Donc d'une part c'est une tâche d'acteur qui est assez impressionnante. Et d'autre part c'est toujours très sympa parce que ça fait que le livre est lu beaucoup plus lentement que ce qui se passe quand on le lit soi-même. Et ça fait qu'il y a beaucoup de détails que moi j'ai remarqué que quand j'ai écouté les livres audio. C'est-à-dire qu'au bout de 12 lectures, on découvre plus vraiment de détails quand on lit le livre, mais quand on l'écoute, comme tout va très lentement, des passages qu'on aurait sauté autrement, on perçoit des choses un peu différentes. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Voilà. En tout cas, tu donnes envie de les écouter. Voilà, je suis quand même certain que les meilleures lectures audio qu'on a jamais pu faire d'Harry Potter, c'était toi qui Bruno à la les as sortie des faites. tomes 6 et 7, qui nous lisait le premier chapitre à 4h du matin. Absolument. Je n'osais pas le dire, mais absolument. Parce Je que pense la que nous voix sommes de tous d'accord Bellatrix là-dessus. Lestrange par Pruno, c'est quand même énorme. Eh ben écoutez Stephen Fry, c'est un grand bonheur. Je me rappelle oui, d'une j'en doute pas. lecture du premier chapitre du premier tome vers 6h du matin où il faisait déjà jour. C'était grandiose aussi. T'as réussi à tous nous endormir calmement, c'était beau. Voilà. C'était tellement bien ma lecture que personne n'est resté réveillé, c'est dire. Mais on voulait s'endormir justement, il était 6h quand même, c'était grandiose. Mais tu donnes envie Et de après les j'ai fait écouter. une voix. Ouais. Mais ce qui est bien aussi, c'est si vous écoutez le livre audio en anglais, c'est peut-être pour certains en tout cas, notamment les gens qui sont habitués à regarder des séries, ça peut être plus facile d'écouter les livres audio que de lire le livre, parce que ça vous forcera à aller de l'avant en permanence. Donc si vous voulez vous lancer dans la version originale, c'est peut-être une bonne idée d'essayer avec les livres audio. Mais enfin, et aussi, moi je dirais que, par exemple, moi qui lis en anglais, pourtant j'ai un niveau absolument pitoyable en anglais, moi qui lis en anglais parce que je me force et tout à lire bah, notamment les Harry Potter, et ben je pense que ça serait pas mal aussi J'ai peur. de les écouter. Mhm. Non, j'ai rien dit. Ça serait bien aussi de les écouter pour entendre de l'anglais, sachant que ça, je suis pas très bonne. Donc je pense qu'il y a aussi plein de gens dans ce cas-là, quoi.
Et c'est vrai que les deux acteurs anglais, enfin l'anglais et l'américain qui les lisent, ont des accents. Enfin, il y en a un qui a un accent BBC parfait et l'autre a un accent américain bien standard aussi. Donc Texan. c'est le genre d'accent qu'on cherche à obtenir. D'accord. C'est bien. Donc voilà, donc ça c'était le message audio sur Skype, mais nous avons également reçu un mail. Alors on rappelle encore une fois, notre adresse mail c'est ritm@gazette-du-sorcier.com. Ouais. Et donc c'est Ben qui nous écrit, qui nous dit, alors qu'il a entendu dire dans une interview de J.K. Rowling qu'elle avait eu peur d'un des films, alors d'après lui c'est le 3, car il aurait donné une foule d'indices pour le dénouement du 7. Alors, Ben nous dit d'ailleurs que Pruno devrait connaître cette interview, alors vas-y. Qu'est-ce qu'on aurait raté? Alors je connais cette interview, effectivement. C'est une interview que J.K. Rowling a donnée, elle est notamment sur le DVD du film 3 dans les bonus, il me semble, ou en tout cas dans certaines éditions du DVD. Et ça parle du film 3, donc c'est sorti, ce DVD est sorti entre le tome 5 et le tome 6. Et ce qu'elle dit, c'est que quand elle a vu le film, il y a eu des moments où il a la chair de poule, parce que sans le vouloir, Alfonso Cuarón avait ajouté des éléments qui pourraient être en quelque sorte des indices ou des présages par rapport à ce qui se passait dans le tome 6 et le tome 7. Et elle pensait qu'une fois que nous aurions lu le tome 6 et le tome 7, si nous regardions de nouveau le film 3, nous nous dirions « Ah bah tiens, c'est marrant, il y a tel et tel indice, etc. » Alors qu'en fait, à la base, c'était pas fait exprès par Cuarón. Et donc la question de Ben, qu'est-ce que c'est que ces indices? Donc par rapport au tome 6 et au tome 7. Vous avez des idées? Alors oui, Elena nous dit, par Skype écrit et interposé, que elle disait que c'était le cimetière, pour les détails. Alors oui, alors ça, ce qui se passe, c'est que à la base, Cuarón voulait inclure un cimetière dans le décor autour de Poudlard, et Rowling lui a dit non, t'as pas le droit de mettre un cimetière parce que ça correspond pas du tout à ce qu'il faut. Et on sait effectivement que Albus Dumbledore est le premier directeur à être enterré à Poudlard, ce qui veut sans doute dire que jusqu'à ce qu'il y ait la tombe de Dumbledore, il n'y avait pas de cimetière du tout à Poudlard. Ce qui est un peu logique, c'est une école quand même. Hein. Bah ouais, mais ça dépend, tu vois, il y a certaines vieilles écoles qui ont, genre surtout des internats où effectivement tu pourrais penser que quelqu'un comme Mimi Géniard qui est mort sur place, Ah oui. ça aurait été possible qu'on l'enterre à Poudlard. Ou même un ancien directeur, Oui, je veux dire, ouais. ce serait logique aussi, mais bon, visiblement ça n'a jamais été le cas. Tout à fait. Donc ça c'est vrai que c'était intéressant. Et je crois que quand on avait appris qu'elle avait refusé qu'il y ait un cimetière, c'était intéressant pour tout le monde, parce qu'on cherchait les indices pour le tome 6 et 7. Mais à mon avis, il doit y avoir autre chose, parce qu'elle dit que ce sont des indices qu'on voit quand on regarde le film, et pas juste des indices quand on regarde ce qui n'est pas dans le film. Ah. Je suis sûre Donc je pense qu'il y a des éléments supplémentaires. c'est des têtes réduites. Non, je rigole bien sûr. Non, j'en ai aucune idée moi. Je sais que t'as la réponse en plus, vas-y. Maintenant, moi j'ai des théories, mais bon, je connais pas la réponse. Ah. Bah, explique. Bon, bah écoutez, je vais vous dire des choses qui apparaissent dans le film 3 et qui ensuite sont développées dans le tome 6 et 7. Vas-y. Voilà. À mon avis, le truc le plus évident, c'est la relation entre Ron et Hermione. Parce que dans le tome 3, on Ah les voit oui. pas vraiment tant que ça, alors que dans le film, ils se tiennent la main devant l'hippogriffe, genre ils se Non, serrent à ils moitié dans les bras. s'effleurent, ils se touchent à peine la main. Ouais, il y a une tension. Ah ouais, mais là il a mis une tension énorme. Mais Oui, bon, et dans- c'était évident déjà. Hein. Au Dans moment où d'autres ils ont- interviews, elle avait déjà dit que Steve Clove, le scénariste, avait effectivement deviné beaucoup de choses sans qu'elle ait besoin de lui dire. Donc Ouais. tout à fait, ça corrobore ce que vous dites. Mais nous, enfin, c'est pas au moment où on lisait le 3, mais au moment où on a vu le film 3, c'est-à-dire. Enfin, bon, on était bien plus avancé dans les livres, on s'en doutait largement de ce qui allait se passer entre Ron et Hermione. Hein. Oui, je suis d'accord, mais bon, ça peut quand même être ça. Oui. Oui, non, mais Ça peut être oui, quelque chose. oui, en tout cas, oui. Ça, c'est sûr. Dans la catégorie romantique, il y a également le moment où... ça, c'est une scène qui a été ajoutée par rapport au livre, donc c'est pour ça que c'est peut-être intéressant. Lupin parle à Harry, ils sont sur le pont, et Lupin lui parle de Lily, et comme quoi Lily avait une capacité à voir le bien dans les gens, même quand eux-mêmes n'arrivaient pas à le voir, ou des choses comme ça. Mhm. Ah, Ce qui, par ce qui rapport peut à faire Rogue. penser au fait que Lily était la seule à voir que Rogue avait du bon au fond de lui. Il avait du bon en lui. L'empereur ne l'a pas complètement effacé. Je suis désolée. C'est la référence Star Wars de l'épisode pour ceux qui n'avaient pas suivi. Mais c'est bien, vous suivez les gars. Ah oui, tout à fait. Et c'est vrai que là, il l'avait vu juste parce que au moment du 3, on l'avait peut-être pas tous deviné. Mais moi, cette scène a donné presque l'impression que Rémus Lupin lui aussi était amoureux de Lily dans le film. Ouais, c'est vrai.
Qui était sans doute pas le cas en plus. Oui, mais nous développerons les maraudeurs dans un prochain épisode. Ouais. Non mais enfin je pense pas qu'il est... Justement ça pour le coup c'était un présage qui était faux quoi. Parce que y a aucun indice dans le tome 6 ou 7 que Lupin a jamais été amoureux de Lily. Mais par contre, l'histoire de Rogue, ouais, sans doute. Mais nous développerons l'histoire de Rogue dans un prochain épisode. Ouais. Bon, alors toujours dans la catégorie Lily et tout ça, il y a au moment où donc, ils sortent de la cabane hurlante, et il y a Lupin qui se transforme en loup-garou, vous vous en souvenez? Ouais. Et à ce moment-là, il s'apprête à... Donc, en gros, quand il devient loup-garou, il ne sait plus qui il est, etc. Et il s'apprête à attaquer le trio. Et là, il y a une scène où Rogue ouvre sa cape et se met devant les 3 enfants pour les protéger du loup-garou. Alors là, il y a quand même un indice assez fort que Rogue est prêt à, en gros, se sacrifier pour sauver Harry. Ouais. Mais c'est vrai que cette scène nous avait intrigués sur le moment parce qu'on disait attends, ça correspond pas du tout à Rogue quoi. Alors que ça correspond à ce qui se passe à la fin quoi. Ouais, mais d'un autre côté ça correspond aussi à ce qui se passe dans le 1 parce que c'était Rogue qui protégeait Harry. Mais... Oui, mais il n'était pas prêt à se sacrifier pour autant. Non, c'est vrai. Tu vois, il était... À propos de cette scène, dans le livre, Rogue protège aussi Harry. Mais non, il est pas déjà inconscient? Non, il me semble que Rogue est inconscient. Ouais. Hein. Il le sort sur une... genre, il le porte ou quelque chose comme ça pour le sortir de... Ah ouais, j'ai tout à fait le souvenir quand on avait découvert, et c'était une scène qui était dans la bande-annonce ça, quand on avait découvert ça on se dit mais c'est pas possible. Ah, un message SMS dans l'éditeur, Elena, il semblerait que oui, effectivement dans le livre ils font léviter Rogue. Oui, voilà, c'est ça, pour le sortir de la grotte, enfin du passage secret, il y a sa tête qui cogne contre les parois. Donc ça a changé quoi. Ouais. Et ça donne une idée que voilà, Rogue est prêt à beaucoup pour sauver Harry. Et finalement, dans le tome 7, on sait pourquoi. Ouais. Bien. Effectivement. Bon, alors, après, alors... Bon, j'ai 2 autres points mineurs à dire. D'une part, j'ai lu sur internet, même si je l'ai jamais vu dans le film, il paraît que dans les films, je sais pas très bien lequel, donc peut-être le 3, on voit le fantôme de la Dame Grise et on voit que le fantôme porte un diadème. On voit le fantôme de la Dame Grise, ça j'en suis sûr. Bon, alors, apparemment, ouais, et j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas réussi à retrouver la scène, que elle porterait un diadème. Si c'est le cas, effectivement, c'est un gros indice par rapport au Horcrux. Très tiré par les cheveux, mais... Non. Bah, à la limite, tu sais, si on fait un fantôme, elle a l'air d'une princesse, on va lui coller un diadème, c'est pas non plus... Je me demande si c'est pas tout simplement dans le 1, quand on voit les fantômes qui arrivent dans la scène au tout début. Peut-être bien, ouais. C'est là que j'aurais cherché en premier aussi. Ouais. Mais peut-être aussi que c'est Rowling qui a dit au costumier, elle là, mettez-lui un diadème. Ouais, c'est possible. Hein. Il y a une chance. Bon, alors, autre point mineur. Au moment où Harry crée son Patronus pour la première fois, il faut qu'il pense à quelque chose de joyeux. Et dans le livre, il pense à quand il a appris qu'il était sorcier et qu'il allait partir pour Poudlard, etc. Donc c'est une vraie scène. Dans le film, c'est pas ça. Son souvenir heureux, c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé. Il dit qu'il a pensé à quand il parlait à ses parents ou quelque chose comme ça. Oui, genre, il va était leur juste parler. avec ses parents, voilà. Et donc ça fait vraiment que le moment le plus heureux pour lui, c'est d'être avec ses parents, alors même que ça ne s'est jamais vraiment produit. Et ça m'a un peu fait penser à ce qui se passe pour Harry tout à la fin du tome 7, quand au moment où il a besoin du plus de courage possible, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le moment où il est entouré par ses parents de nouveau. Avec, ouais, mais bon, il est entouré par ses parents aussi dans le 4. Hein. Oui, c'est vrai. Mais là, on sait à quoi c'est dû. Mais dans le 4, c'est différent. Dans le 4, c'est pas à cause de Harry qui est entouré par ses parents. C'est pas lui qui choisit d'être entouré par ses parents. Non, mais ça, ils ont pu être. C'est pas forcément qu'il a deviné les trucs du 7. C'est peut-être qu'il s'est inspiré de ce qui allait arriver dans le 4. Je sais pas. C'est vrai. En tout cas, bon, tout ça, je pense que ça aurait pas été suffisant pour donner la chair de poule à Rowling. Mais il y a un truc qui, je pense, aurait pu la lui donner. Je l'ai gardé pour la fin.
Non, juste Elena qui a pas suivi, en fait, qui a pas compris, mais on t'expliquera, Elena, t'inquiète. Donc, il y a un élément qui est que, vous savez, Harry se retrouve à l'hôpital, donc toujours, il passe sa vie à l'hôpital de toute façon, Harry. Après, dans le match de Quidditch, il y a les détraqueurs qui arrivent, Harry tombe de son balai et il finit à l'hôpital. Ron et les jumeaux vont le voir à l'hôpital. Et là, Ron regarde Harry et dit vous trouvez pas qu'il a l'air un peu palo quand même? Ce à quoi, je sais pas si c'est Fred ou George qui lui répond, bah évidemment qu'il a l'air palo, il vient de tomber de 15 mètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te prendre, on va te jeter du haut de la tour d'astronomie, et on verra quelle gueule tu fais après ça. Il dit ça dans le film? Il dit ça, ce à quoi, et ensuite Harry répond, sans doute qu'il serait un peu moins moche. Bref. Mais donc, ça pour le coup, je pense que ça a vraiment été ajouté par Steve Kloves ou Quaron juste comme ça pour le principe. Et je comprends que pour le coup, Rowling elle a eu la chair de poudre en entendant quelqu'un parler de quelqu'un qui allait tomber du haut de la tour d'astronomie. Vu que c'est comme ça que Dumbledore. Oui, mais la tour d'astronomie aussi, c'est la plus grande tour du château. Donc c'est vrai que si tu dis, attends, on va te jeter de quelque part de haut, tu vas forcément nommer la plus grande et pas une autre. Oui, mais bon, c'est quand même flippant, je pense, pour l'auteur qu'il y ait quelqu'un qui parle de tomber de la tour d'astronomie. C'est vrai. Même si c'est pas des révélations sur le tome 7, mais sur le 6. Et il me semblait que la tour d'astronomie était aussi haute que la tour Gryffondor avec la tour Serdaigle. Non, c'est la plus haute. Hein, ouais. Non, c'est la plus haute, d'accord. Bon, alors juste entre temps, j'ai mis le film 1 pour retrouver la Dame Grise qu'on voit tout à fait dans les fantômes qui arrivent, et elle a un truc brillant sur la tête, mais on voit pas bien quand même. Hein. Mais elle a l'air d'avoir un truc brillant sur la tête. Voilà, c'était tout. Bien. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Elena nous annonce que peut-être que dans le livre aussi, on parle de tomber de la tour d'astronomie. Si c'est le cas, je suis désolé, ça tient pas de vous mon truc. J'étais vachement content pourtant. Après. Ok. Ah bah non, oui. Il est bien question de chute, mais pas de tour. D'accord, merci Elena. Non, dans le livre, ils en parlent pas. Hein. En fait, Elena, dans l'émission d'aujourd'hui, elle fait l'oreillette dans les émissions de télé, tu vois. Bon, non, mais je confirme, c'est que dans le film qu'on parle de la tour d'astronomie. Bon bah voilà. C'est bien le courrier des lecteurs, je fais un gros monologue. Bon, t'aimes ça, là. Allez, en 4. Ouais, et souvenez-vous donc, vous pouvez nous contacter en envoyant un mail à ritm@gazette-du-sorcier.com ou sur Skype à gazette-du-sorcier. La faculté de magicologie. Alors, comme vous aviez aimé donc notre rubrique sur Dumbledore, on va continuer avec les rubriques sur les personnages. Et cette fois-ci, on va parler de mon personnage favori, Dolores Jane Ombrage. Non, je rigole, je l'aime pas du tout. Et je pense que c'est mon personnage que j'aime le moins dans toute la saga. Honnêtement. Ce que moi je voudrais dire sur Ombrage, c'est que elle est horrible, clairement. Mais la plupart des personnages horribles dans Harry Potter, on sait pourquoi ils sont horribles. Alors que Ombrage, on sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle est méchante comme ça, quoi. Je veux dire, même Voldemort, on sait qu'il a eu une enfance horrible, etc. Et que c'est pour ça qu'il est comme il est. En gros, qu'il n'a jamais été aimé. De même que Dudley ou Drago, c'est aussi par rapport à leur enfance qu'ils sont comme ils sont. Mais Ombrage, elle est juste méchante et on n'a jamais d'explication pourquoi elle est méchante. Ce qui m'a toujours frustré d'ailleurs de pas savoir d'où ça venait. C'est pour ça que je l'aime pas. Parce que ça c'était très drôle. Je suis sûre que tu voulais la faire depuis tout à l'heure, t'attendais que Bruno s'arrête. Non mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est pour ça que je l'aime pas. Parce que autant Voldemort, on a un petit côté compatissant, ou pas, mais de toute manière Voldemort c'est le méchant, il est monolithique, bon bah voilà, il veut conquérir le monde, d'accord, c'est le méchant. Mais non, elle est juste cruelle, elle veut faire vraiment du mal aux gens gratuitement. Que Voldemort il veut pas faire du mal aux gens gratuitement, il a quand même un but dans la vie. Pas cruel, je suis pas d'accord, mais plutôt un côté pervers dans le sens premier du terme. Ouais, pervers et manipulatrice. Oui.
avec cette manière de manier le chaud et le froid, le côté doux, bonhomme, avec les chats, etc. Et le côté vraiment torture, insidieux, rampant. Ouais, c'est la caricature de la petite grand-mère qui est toute gentille et qui qui est toute méchante. En fait, Ombrage, c'est un peu Tati Daniel, quoi. C'est pas mal Mais- ça. Tati Daniel, elle s'ennuie, c'est pas pareil. Pardon? Tati Daniel, elle s'ennuie. Oui, alors que Ombrage est ambitieuse. Et égoïste. Mais justement, enfin, c'est quand même un des seuls, comme disait Bruno, un des seuls héros dans, enfin, pas héros, mais personnages de Harry Potter où on n'est pas de, on n'a aucune poignée sur laquelle se raccrocher pour la comprendre ou avoir pitié d'elle ou quoi que ce soit. Non, elle est juste méchante et on sait pas pourquoi. Elle est méchante, elle est pas gentille ou n'importe quel autre synonyme. Antipathique oui, peut-être. Mon vocabulaire est fatigué à ce temps-là. et là, maintenant j'ai oublié ce que je voulais dire. Merci Bruno. Hein. On va parler de Ombrage dans les livres, le tome 5 et le 7, vu qu'on la voit un peu, mais on parlera quand même dans le film. Ouais, 5, parce que ça sera peut-être on va intéressant. parler des moi. deux. Oui, on va parler. Avant de parler de film, il y a une autre question que moi je voulais vous poser, c'est Ombrage, c'est un des seuls personnages importants dont on ne sait pas à quelle maison elle appartenait à Poudlard. C'est vrai. Donc à votre avis, elle était où? Pouf souffle. Donc Serdaigle. Elena vote Alors, Serpentard. Elena crie Serpentard. Moi, je dirais peut-être Serdaigle. Serdaigle. Non, parce Elle qu'elle est est pas très intelligente, elle est intelligente. ambitieuse. Moi j'aurais voté Pouf Souffle Ouais. aussi. Donc c'est bien, on a des avis sur tout. En tout cas, c'est pas une Gryffondor. Hein. Mais elle est ambitieuse. Pouf souffle, ce qui pourrait expliquer le désir de revanche un peu, ou un complexe d'infériorité ou quoi que ce soit. Mais normalement, les pouf souffles sont des gens bonhommes aussi, donc. Bah voilà, et là vous essayez quand même, là on essaye d'expliquer pourquoi elle est comme ça. Et ben moi justement, Parce je qu'on pense c'est vrai que qu'on a pas Ombrage, d'infos. au fond, sans vouloir insulter les Pouf Souffles, je pense qu'au fond elle est juste bête. Non, et que du coup, c'est typiquement, tu vois, genre elle me fait un peu penser aux fonctionnaires français qui collaboraient avec la Gestapo pendant l'occupation. Dans le sens où, tu vois, ils suivaient les ordres bêtement, ils faisaient ce qu'on leur disait, sans jamais vraiment réfléchir aux conséquences ou à ce que ça représentait ou si les ordres étaient bien ou pas. Et là, elle obéit aveuglement à tout ce que Fudge peut bien lui demander, et elle est même prête à faire du zèle pour essayer de plaire à Fudge. Mais au fond, ce qu'elle cherche à être, c'est une bonne soldate, quoi. Et ça, pour moi, c'est plus Pouf Souffle que Serpentard, ça. Attends, je veux bien qu'elle cherche à être une bonne soldate, mais quand elle torture Harry avec sa plume noire, c'est au-delà de la bonne soldate Oui. quand même. Non, moi pour moi elle est intelligente. Bon, elle suit ce qu'on lui dit bien sûr, mais elle est intelligente, elle veut arriver à ses fins. Et c'est ce côté manipulatrice qui pourrait être du Serpentard, mais c'est pas... Ah, moi je la verrais plutôt Serdaigle, mais je me méfie un peu des Serdaigles. Mais à quel moment est-ce que tu trouves qu'elle fait quelque chose d'intelligent? Et parce qu'elle a réussi, je dis pas quand on la voit, mais t'as vu où est-ce qu'elle est arrivée dans le ministère? Elle grimpe, hein. Oui, mais Ouais, par je sais, loyauté. Par Un loyauté, peu comme, voilà. regarde, Jean-Louis Debré, tout le monde le connaît, c'est pas une flèche, et pourtant il est monté, il était président de l'Assemblée nationale. Ah, l'Assemblée nationale. Et c'était ce qu'on appelle en politique, c'est ce qu'on appelle un porte-flingue. Oui, c'est vrai que ça pourrait être assez le profil d'Ombrage, mais non, les Pouf-Souffles, enfin, c'est vrai que moi les Pouf-Souffles, je les vois quand même fondamentalement gentils, hein. À part peut-être Zachariah Smith, mais sinon, je les vois quand même assez gentils. Normalement, les Pouf-Souffles, c'est le côté meilleur ami, quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal à la mettre dans Mais cette justement, maison. meilleur ami du Premier ministre, et donc prête à faire à peu près n'importe quoi. Regarde ce que Dumbledore a failli faire par amitié aussi. Enfin, ça peut être destructeur une amitié quelque part, des fois. Ouais, c'était au-delà de l'amitié, là, je crois, hein, Oui. quand même. On connaît pas les sentiments d'Ombrage pour Fudge, hein. Ça peut être. Non, je veux pas le savoir d'ailleurs. Je trouve ça assez dégoûtant. Mais ouais. Et les Pouf Souffles, ils ont aussi un peu cet aspect gros nounours. Où
Et qui est un peu un aspect qu'Ombrage cherche à se donner quelque part. Non, vous trouvez pas? Ouais. Ah ouais, tu trouves? Bah je sais pas, tu sais, avec ses petits chatons partout et tout ça, elle cherche à avoir un aspect bien cosy, à être genre, elle donne l'impression de vouloir donner l'impression d'être que ce soit confortable chez elle. Oui. Oui, mais je pense Avec les qu'il petits faut, en allant plus loin, il faut arrêter de dire les Poufsouffles c'est les gentils, les Serpentards c'est les méchants, les Serdex c'est les intelligents, et les Gryffondors c'est les courageux. C'est loin d'être aussi manichéen. Bien sûr, mais je suis en train de dire que justement c'est une Poufsouffle qu'elle est méchante. Donc ça va à l'encontre de Mais les pourquoi Poufsouffles. c'est- Comme Pourquoi c'est une Zacharia Poufsouffle Smith. Moi je soutiens que c'est une Poufsouffle. Ah, je suis pas d'accord. Alors, Elena, non, attends. Elena dit un truc intéressant. Elle dit, il y a qu'à voir Petit Gros. Oui, clairement, Petit Gros, il était chez les Gryffondors, et pourtant, c'était pas vraiment un courageux. Hein. Bah non. Et Hermione n'avait rien à Comment faire s'est là-bas. retrouvé non là, plus. lui, d'ailleurs? Ah, mais Hermione, si. Le choix pas hésité entre les deux, et pourtant, il l'a mis dans la bonne maison. Mais Petit Gros, clairement, il c'est pas un courageux, et pourtant, il s'est retrouvé là-bas. De toute façon, je pense que de toute façon, être décidé à 11 ans de tout Ouais, ton c'est avenir trop et tôt. ta personnalité future, c'est un peu n'importe quoi. Donc le coup du choix pas magique, c'est peut-être bien marrant, mais c'est quand même pas vraiment c'est pas vraiment réaliste quoi. C'est pas Dumbledore qui dit que ils font l'histoire du chapeau trop tôt. Ouais, si. Oui, Il est réparti, voilà, c'est dit le ça à mot que je Rogue, cherchais. ouais. Il est réparti dans les maisons trop il est tôt. parti bien trop tôt. Il faudrait qu'ils aient une espèce de prépa avant. Et qu'ils intègrent Poudlard vers 14-15 ans. Non, mais c'est vrai. Non mais c'est ça. Ou pourquoi pas une prépa, mais je veux dire que par exemple, imaginons, et si on voulait être plus réaliste, il faudrait que par exemple les 3 ou 4 premières années à Poudlard soient communes. Ou non, au niveau des cours, c'est les 3 premières années qui sont communes, Chronos, c'est ça Après, avant les Oui, options. c'est Les ensuite deux les premières options. années avant les options. Les 2 premières Ouais. Mais déjà, 2 années communes pour tout le monde, sans véritablement de ralliement école ou quoi que De ce soit. spécialisation. Ça permettrait déjà de se faire plus, d'avoir une idée plus correcte de la personne et de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut faire et de machin. Et si tu dois décider de la mettre dans un coin ou un autre, suivant sa personnalité, c'est pas, enfin, à 13 ans, c'est déjà plus facile qu'à 11. Même si à 13 ans, lui c'est mets la crise dans un d'ado Oui, et enfin, que c'est un peu. le système est mauvais, je suis bien d'accord avec toi, mais ça ne dit pas pour autant pourquoi tu crois pas que Ombrage était une Poufsouffle. Mais je l'ai dit tout à l'heure, parce que je pense que Ombrage est plus intelligente que ce que toi tu veux bien le croire. Bah en ce cas je repose la question que je posais à Purple, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est intelligente? Parce qu'elle est manipulatrice. Elle est capable de toutes les bassesses pour plaire à son supérieur, mais il faut pas être spécialement bête pour ça. Elle aurait été bête, elle aurait effectivement suivi les ordres et rempli les ordres, mais elle aurait pas fait l'excès de zèle. Elle aurait pas été capable d'assumer un poste à responsabilité comme celui de directeur de Poudlard à la fin de l'année, si tu veux. C'est c'est pas méchant, mais il faut quand même un minimum de jugeote hein, pour arriver à un point pareil. Oui, mais c'est exactement ce que Hélène a dit, et je suis assez d'accord avec elle, mais finalement, dans tous les arguments que tu viens de donner, c'est clairement un petit peu le profil type de Serpentard. Hein. C'est le Serpentard qui est pas non plus méchant, ça. Enfin qui cherche pas à faire le mal, mais c'est un Serpentard Qui ambitieux. veut arriver quoi. à ses Ouais. fins, quoi, c'est un petit... Voilà, c'est ça. Qui pense vraiment que la fin justifie Rusé, les moyens. malin, et... Ouais. Oui, c'est ça. Finalement, c'est peut-être tout simplement une Serpentarde. Parce que c'est une méchante. Finalement, avec un peu de bol, elle était à bâton, tu vois, en fait. Elle a étudié en France. Et là, c'est pour ça qu'elle s'habille en rose et qu'elle a des petits chats. Et elle a tous l'air de con. Non, mais toutes les beaux bâtons sont pas forcément des greluches. Ah, si, en fait. Pas spécialement, regarde. Tu vois, Ombrage. Pas une greluche, hein. Oui, et Elena nous dit, oui, à Serpentard, on associe tout de suite au mange-mort. Non, ça serait en l'occurrence, clairement, l'exemple d'un Serpentard qui est pas mange-mort. Pardon. Ouais. Effectivement. Regarde Slug, voilà, comme Slughorn, qui est Serpentard, qui est pas pour autant mange-mort, et Ombrage aurait été un bon exemple comme ça. Alors justement, vrai. Slughorn, je trouve qu'il ressemble pas du tout à Ombrage. Non, et pour Absolument autant, pas. c'est un Mais Serpentard. il a quand même des caractéristiques qui en font plus un Serpentard qu'un Poufsouffle. Oui, Qu'un ça, Poufsouffle. mais je suis bien d'accord. Mais je suis d'accord que Slughorn est très bien un Serpentard. Je trouve que par contre, Ombrage n'y a pas sa place. Et Slughorn donne de l'humanité à Serpentard. Oh non, mais je trouve... Oh si, mais c'est une méchante, elle va dans la maison des méchants. Tu sais, quelque part, faut peut-être être un peu manichéen. Et voilà, On est quoi, pas et dans pas trop Twilight, se poser hein. de questions.
Oh, ça va, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ce que tu ne peux le croire. Oui, sûrement. Ah, non, en fait, non. Bah ouais, pourquoi chercher midi à 14h et essayer de lui trouver des raisons profondes? C'est une méchante, elle va à Serpentard et puis Ouais, voilà. j'aurais bien aimé qu'il y ait des méchants qui soient pas à Serpentard quand même. Ah oui, moi aussi. Zacharias Smith, lui, il a pas inventé la poudre, hein. C'est pas parce qu'il a pas inventé la poudre que c'est forcément un méchant. Ah, mais il est pas gentil, hein, dans le 5. Ouais, non. Quand même un Et, emmerdeur. enfin, si tu veux une comparaison, pas spécialement gentil, mais pas méchante non plus, Ron non plus, il a pas inventé la poudre. Hein. Non, mais lui, c'est un gentil. Et puis c'est un Weasley. Non, mais au-delà de sa famille, parce que sa famille pourrait être distribuée dans une autre maison. Et lui, clairement, c'est quand même le gentil. Et c'est un courageux, on le voit dans le 7. Non, mais enfin, oui, non, Ron est avec Oui, Gryffondor, mais 7 ans plus tard. Oui, bah il lui a fallu le temps, mais le Choixpeau, il a vu tout ça. Ouais. Il savait qu'il était comme ça. Attends, qu'est-ce qu'elle nous dit, Elena ? Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir que les Gryffondor aient absolument toutes les qualités au monde. Et que les Serdaigle aient pas mal de qualités mais moins, que les Poufsouffles encore moins, que les Serdaigle, les Serpentards ce soit les méchants qui restent à la fin. Alors que c'est pas l'idée normalement. Même si c'est comme ça que ça s'est passé dans les livres et en grande partie parce que les livres sont racontés du point de vue d'un Gryffondor. Oui, c'est normal. En soi c'est pas vraiment ça. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Alors, Elena je nous pense dit... que, tu vois, là, pour le coup, je pense que J.K. Rowling devrait s'inspirer de Stephanie Meyer et réécrire toute l'histoire d'Harry Potter vue par un Poufsouffle. Non, vu par un Serpentard. Quoi, vue par Drago Malfoy? Bon. Vu par Drago, Je ça sais bien serait que tout le monde drôle. voudrait Drago, Alors, non, mais tant qu'à faire, autant le faire Non, vraiment je vais expliquer avec quand même avec quelque la chose, maison c'est que... qui est sous-représentée dans les livres. Celle qui a jamais son Non, instant, non. qui pourrait avoir son instant de gloire avec Diggory et qui finalement pouf, il y a Harry Potter qui se ramène. L'instant de Et gloire voilà. avec Diggory. Il pourrait tout revoir, toute la saga par les yeux de Diggory. Bon, il meurt un petit peu jeune, mais bon, tant pis. Non, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que Smokeman a beau critiquer depuis tout à l'heure et faire preuve de beaucoup d'ironie, il est quand même vachement bien renseigné, parce que ce dont il parle, c'est un bouquin qui n'est pas encore publié. Alors, respect, hein. Eh oui. Bon, Elena nous disait, c'est pas une histoire de méchant ou de gentil, mais c'est juste que elle correspond au profil de Serpentard pour elle. Et que c'est pas juste une histoire de méchant ou de gentil. Et que par contre, pour Ron, bah, c'est génétique, donc voilà, c'est dans ses gènes. Donc on cherche pas Voilà, plus loin. c'est de l'atavisme, donc il y peut rien, il est forcément gentil, quoi. Il aura beau essayer C'est d'être comme ça. méchant, il peut pas, c'est dans Il ses peut gènes, pas, il est il peut gentil. pas, c'est génétique. C'est très tendance de dire c'est génétique, Ouais. c'est comme le cancer. Et donc, voilà. C'est quoi? C'est génétique, c'est un cancer ou c'est... Non, mais en ce moment, c'est très tendance de dire c'est génétique quand même. Oui, donc sinon on parle aussi... Elena, arrête de faire des blagues On comme parle ça. un peu des films peut-être. Bien sûr. Alors, tu vois, moi autant Ombrage c'est un personnage que j'aime pas beaucoup, que j'aime pas du tout. Par contre, je suis la première à reconnaître que Machine qui joue son rôle, Imelda comme tu vas me Staunton. dire le nom, voilà. Tu Eh bien, montes les mots elle de la le joue bouche. très très bien. Avec la Elle le langue. joue très très bien. Pardon? Elle le joue très bien son Oui. rôle, avec le petit ensemble rose, les chats, avec ses petits sourires, tout ça, très très bien. Ah, moi j'aime bien, mais je sais que avant que Imelda Staunton soit choisie pour le rôle, on avait parlé pendant très longtemps de Kathy Bates. Et Ah, elle aurait été bien. j'aurais Kathy préféré Bates. avoir Kathy Bates en Dolores Ombrage. Mais bon, c'est mon avis. Parce que quand on la voit dans le Stephen King, la Misery, Bah oui. oh, mon Dieu, qu'est-ce que aurait été bien en Dolores Ombrage. Mais justement, peut-être que Machine là, eh bien, Imelda Staunton, Exactement. Madame Oui, Staunton, Imelda Voilà. Staunton. yes. Eh ben, justement, Kathy Bates, on sait que derrière, rien qu'en voyant son visage, on voit que c'est une méchante et qu'elle est cruelle. Justement, là, on a cette petite ambiguïté de Dis-moi, oui, je suis Purple, gentille, tu as vu machin et tout. P.S. I Love You? Non. Non, tu devrais le voir parce que Kathy Bates joue la mère de l'héroïne et elle est tout à fait adorable dans ce film. Hein. Mais je pense Ah ouais que Kathy Bates avait peut-être effectivement un peu plus le physique qu'on s'imaginait par rapport à Ombrage. Mais j'ai adoré la voix que Imelda Staunton a pris en tant que Ah, ça, Dolores ouais. Ombrage. Sa façon de Cette parler d'une petite façon voix. mielleuse et tout, c'était vraiment très très bien Ouais. trouvé. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et toutes ces scènes qui ont été rajoutées justement où elle sépare des amoureux, elle rhabille des élèves qui sont mal habillés et tout, ça va très très bien justement. Avec sa petite baguette dans la main, tout près. Et hop. Non, c'est vrai, il faut, Non, il elle faut le joue reconnaître très, qu'elle très bien, qu'elle- ça. elle habite très bien le rôle.
Ouais, très très bien. De toute façon, j'ai rarement été déçu par un acteur dans la saga Harry Potter. Hein. Bah, Non, s'il mais parle je de veux dire, Zen Dumbledore, hein, comme d'habitude, on y revient, mais. Oui, mais on va pas y revenir. Richard Harris, on en a déjà discuté la dernière fois, on n'en peut plus. Ouais. On en a dit. Non, mais c'est vrai, des seuls rôles à renouveler dans chaque film, enfin dans les 6 premiers en tout cas, c'est toujours le rôle du professeur contre défense contre les forces du mal. Je l'avais en anglais, je l'avais pas en français. Et, Sauf là pour HP6 quoi. oui, Bah, pas bon. Mais c'est vrai Sauf que que ce qu'ils ont on pour savait eux, pas en avant fait, de lire le livre. ce qui est bien pour eux, c'est que Harry Potter, tu vois, ils demandent à n'importe qui, la personne dit oui. Donc, Ouais. ils ont vraiment, Oui. ils prennent l'acteur britannique qu'ils veulent, ce qui laisse du choix. Et quand voilà, pour les, genre tout le monde, par exemple, les fans de l'actrice qui joue Luna Lovegood, en même temps, ils avaient genre 15 000 personnes qui postulaient. Donc sur 15 000 personnes, t'en retrouves une qui est bien, quoi. Bien sûr. Ouais, mais bon, sur 15 000 candidats à la nouvelle star, ils en ont pas trouvé un bien, hein, quand même. Mais bon. La comparaison s'arrête là. Ça, c'est de la référence, hein. Bah, s'il te plaît. Enfin. Non mais tu vois, dans les rôles de prof contre les défenses du mal, tu regardes Kenneth Branagh en Gilderoy Lockhart, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il était bien. C'est quand même, Oh là c'est là. quand même l'archétype de l'acteur shakespearien, et il s'est transcendé là-dedans quoi. Ouais. Ah oui, il est excellent. Non mais la distribution à la base est fantastique. Les effets spéciaux, moi j'aurais à redire parce que l'espèce de poule rouge qui crosse là au début à la place du phénix, bon c'est pas terrible, mais sinon et puis le loup-garou. Mais sinon les distributions ils sont bons là-dessus. Pour conclure, on va essayer d'introduire une nouvelle tradition, même si je sais pas si ce sera une tradition. Les moins jeunes d'entre vous ont peut-être eu le grand bonheur de voir Bouillon de culture ou Apostrophe avec Bernard Pivot à l'époque où ça existait encore. Et vous savez donc qu'à la fin de chaque émission, il posait un questionnaire, 10 questions qui permettaient de connaître un peu mieux la personne et qui est encore utilisé par James Lipton dans l'Actor Studio. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va répondre à ces questions en prétendant d'être cette fois-ci Dolores Ombrage. Et Purple Marie va jouer à Bernard Pivot. Oui, mais je réponds aussi. Ouais. Et Bruno joue avec la voix de Dolores Ombrage. Hein. Ah non, je peux pas faire Dolores Ombrage. Oh, si, c'est une nouvelle tradition, Pruno fait toutes les voix. Oh, ça va être drôle. Alors, donc, question numéro 1. Quel est votre mot préféré? J'ai envie de proposer... Elena nous dit torture. Non, ça serait... c'était très bien. Mais punition, c'est pas mal non plus. Vous ne direz pas de mensonge. Ah non, faut prendre mensonge alors. Ah, c'est pas mal, vous ne direz pas de mensonge, ou je ne dois pas dire de mensonge. Elena rajoute décret. Obéissance. Ah, obéissance, c'est bien aussi. Loyauté. On joue pas au Scrabble, on va pas sortir plein de mots. Hein. Parce que là, ça y est, on enchaîne plein. Bon alors, question numéro 2. Le mot que vous détestez. Elena nous dit enfant. Moi, je pense que le mot qu'elle déteste, c'est... Moldu. Le bruit du cheval. Ah. C'est le... Quoi? Grindelwald? Ouais, le bruit du sabot de cheval. Ron il fait ça que tu sais. un moment dans le livre pour lui faire peur quoi. Ah oui, elle panique. Non, bah moi je reprendrais l'idée de Alexandre, c'est-à-dire désobéissance. Moldu. Moldu, ouais, c'est pas mal ça. Weasley avec un lettre compte triple. C'est pas mal. Question numéro 3. Alors, votre drogue favorite? Le thé. Ouais. Le Veritaserum. Ah, Elena qui nous dit le Veritaserum. Ah, bah voilà. D'accord, toi aussi tu pensais ça? La souffrance des autres. Non, la drogue est illégale, donc non. Elle a pas de drogue favorite. Ah, c'est contre le règlement. Pas drôle. Ouais. Elena, arrête de faire des blagues. Alors, quatrième question. Le son, le bruit que vous aimez.
Elena qui a eu la même idée que moi. Je valide. Ah ouais, je pense que ça c'est clairement ça. Alors, 6, question 6. Votre juron, le gros mot ou le blasphème favori? Oui, t'as oublié la 5, Purple. Ah oui, j'ai oublié la 5. Bon alors la 5. Le son, le bruit que vous détestez. Ouais, je pense qu'en fait c'est là qu'il fallait faire. Ouais, le bruit des sabots de cheveux. Voilà. Oui, bah oui. Donc le 6, le juron, le gros mot ou le blasphème que vous préférez? Hmm. Hmm. Mais elle jure pas, hein. Non. Moi je trouve pas qu'elle jure. Ouais, c'est vrai ça. Ah ouais, Elena, elle a bien vu les hybrides. Hybride, Quand ouais, elle traite les gens bien d'hybrides. vu. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Parce que c'est un blasphème. Effectivement. Enfin, ouais. Question numéro 7. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Fudge, clairement, Fudge. Ouais, Elena qui nous dit aussi Cordelius. Oui, clairement. Enfin, ça serait peut-être pas un billet, ça serait peut-être une pièce, mais Oui, ça, ils ont pas de billets, Enfin, les n'importe sorciers. quoi avec Cornelius dessus. ouais, une pièce avec Cornelius dessus. Un galion, bien sûr. Question 8. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Elena qui nous dit prof. Elle est au taquet, Elena. Et justement, là, dans le film 5, je crois que c'est une des scènes coupées où on voit Ombrage qui dit, genre juste avant de se faire enlever par les centaures dans le film, elle dit à Hermione et Harry, mais vous savez, je déteste les enfants. Ouais. Et c'est Donc elle aurait pas pu être auxiliaire de puériculture, elle aurait pas pu non plus être gardien des clés et des lieux à Poudlard parce qu'il faut s'occuper trop d'animaux et puis faut discuter avec les centaures. Mais donc c'est- elle est vraiment devenue prof uniquement parce que Fudge lui a demandé quoi, par loyauté, comme une Ouais. bonne pouf souffle qu'elle est. Ouais. Bah, ou parce que ça lui permettait d'arriver à être plus vite à Ouais, ses je fins. sais, ça marche aussi pour Serpentard. Bah ouais. Question 9. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Elena qui hurle un centaure. Oui, très. Bah, déjà, ce serait Certainement. clairement pas un animal. Hein. Au vu qu'elle aime. Au vu de si, son un nom. petit Oui, chat. un chaton, Ah oui, un pourquoi chaton pas, tout ça. simplement. Oui, un chaton. Et question 10. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Tu veux être ta secrétaire? J'adore votre tailleur rose de l'adresse. Ou sinon, je vais... Oh non, un truc plus extrême, par exemple, je vais... Pour vous, je vais supprimer tous les hybrides de la Terre. Bah sinon, peut-être que tu vois, du point de vue d'Ombrage, on pourrait dire que pour elle, Dieu c'est Fudge, et que du coup Fudge lui dit quelque chose du genre je t'aime. Oh. Non. Oh, Non. c'est mignon. Non, j'y crois pas un seul instant. Et Elena qui... non. Et Elena qui nous dit on se boit un thé Dolores avec du véritable sérum dedans. Elle fait toujours des blagues, Elena. C'est clair. Ouais, non, voilà. Donc voilà, c'était le questionnaire pivot pour Dolores Ombrage. On va se marrer si la prochaine fois on fait Rogue. Vous pouvez contacter bien. Dolores Ombrage à l'adresse mail dolores.ombrage@gazette-culture-et-sorcier.com. N'essayez pas de faire ça, c'est faux. Hein. À part si Alexandre, tu veux bien la créer entre temps, ce qui serait très très drôle, mais bon. Je crois que de toute façon, je récupère toutes les adresses. Non, il y en a pas. Il y a pas de. Des fois, on peut définir des adresses qui récupèrent tout, mais en fait, on avait trop de spam, donc il y a plus. Donc, non, ça n'existe pas. Bah voilà. C'était une bonne blague. Donc vous ne pouvez pas écrire Dolores Ombrage, même si vous avez envie d'insulter. Écrivez plutôt à pruno@gazette-du-sorcier.com. Ça, c'est beaucoup plus drôle. Mais vous pouvez laisser un com sur le blog de Dolores. Bon, et bien voici, c'était le 32e épisode de la rythme. Nous sommes très heureux d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Et vous pouvez bien entendu nous joindre à rythme@gazette-du-sorcier.com
ou si vous souhaitez joindre Dolores Ombrage, gazette-du-sorcier.com. Déposez un message sur Skype comme nous avons eu l'occasion d'en entendre tout à l'heure à... c'est quoi déjà, c'est Gazette-du-sorcier. Sur le Skype aussi. Ah, comme quoi j'ai toujours des trous. Et voilà. Pour cet épisode, nous avions Elena par intermittence et par Skype, version écrite. Coucou. Au revoir, elle vous dit, je traduis. Hein. Voilà. Purple dans son rôle de traductrice et aussi d'intervenante. Oui, salut. Smokeman qui donc vous a présenté l'introduction et a participé dessus. Et il en fallait au moins un des deux. Hein. Il en fallait au moins un des deux, voilà, c'est que grosso modo, si je fais la conclusion, c'est simplement pour remplir mon quota de 3 minutes de parole pendant tout le podcast. Et enfin Pruno qui, comme d'habitude, a dit des choses intelligentes en quantité et que nous remercierons jamais assez pour cela. Ouais. Merci. Salut. Pruno. Et Elena te dit merci aussi. Et il y avait aussi Diddy Gull, même si vous ne vous en êtes pas forcément rendu compte. Ouais, puis il a pas fait de blague de philosophe, c'est pour ça en fait. Cette fois-ci. Bref, et donc c'est pas grave, je terminerai. Nous allons terminer non pas sur du Wizard Rock, où en fait c'est du Wizard quelque chose, mais il y a quelques temps, eh bien, on a voulu faire l'hymne de la Gazette. Donc les forumers du forum ont voté pour différentes paroles qui avaient été écrites par plusieurs forumers. C'est ces paroles qui ont été choisies, elles ont été mises en musique. Vous allez reconnaître la voix de Célestina et la voix de plusieurs forumers que vous reconnaîtrez ou pas. Ça a été un super grand moment pour l'enregistrer, c'était super, donc j'espère que vous l'apprécierez autant que nous on s'est amusé à le faire. Voilà. Depuis le début, c'est le grand Manitou. Diggle est là pour la Gazette et jusqu'au bout. La 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 la. Un modo érudit est devenu rédacteur. Les 7 livres Pruno les connaît tous par cœur. La 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 la. Ce n'est pas une sorcière. Elena a des doigts de fée. Une idée pour le site, elle saura la dessiner. Tout droit sorti de sa tête, je l'ai appelé Penny Prophète. Pour nous, c'est la Gazette du sorcier. Un nom qu'on n'est pas prêt d'oublier. La première, la seule, l'unique. Tu l'aimes, jamais tu la quittes. Pour nous, c'est la Gazette du sorcier. Un nom qu'on n'est pas prêt d'oublier. R.I.T.M. 4 lettres qui s'écoutent. La première en français sans nombre d'un doute. La 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 la. Allez chercher les reliques in London. C'est le plus beau jour de leur vie que la Q Party leur donne. La 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 la. 199 jours, autant de chapitres plus tard. Le marathon, nous ne l'avons pas fait par hasard. Tout droit sorti de sa tête, je l'ai appelé Penny Prophète. Pour nous, c'est la Gazette du sorcier. Un nom qu'on n'est pas prêt d'oublier. La première, la seule, l'unique. Tu l'aimes, jamais tu la quittes. Pour nous, c'est la Gazette du sorcier. Un nom qu'on n'est pas prêt d'oublier. Partager, apprendre, discuter sur Harry. Direction le forum et ses 10 000 inscrits. La 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 la. Le bien contre
contre le mal, l'ordre est de votre côté. Les fans de Lucius, vous allez les aimer. La 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 la. Rencontrez les gazetteurs dans la vraie vie. C'est plus un rêve, alors venez avec nous en sortie. Tous trois sortis de sa tête, je l'ai appelé Penny Prophète. Pour nous, c'est la gazette du sorcier. Un nom qu'on n'est pas prêt d'oublier. La première reste l'unique. Tu l'aimes, jamais tu la quittes. Pour nous, c'est la gazette du sorcier. Un nom qu'on n'est pas prêt d'oublier. Tous trois sortis de sa tête, je l'ai appelé Penny Prophète. Pour nous, c'est la gazette du sorcier. Un nom qu'on n'est pas prêt d'oublier. La première reste l'unique. Tu l'aimes, jamais tu la quittes. Pour nous, c'est la gazette du sorcier. Un nom qu'on n'est pas prêt d'oublier. La 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 la. Pour nous, c'est la gazette du